Nous allons donc continuer à parler de la sélection des matériaux et procédés. Nous allons principalement regarder ici les outils de sélection, principalement par le récit des outils web et logiciels. Il existe bien sûr des abacs et des livres que l'on peut retrouver dans les bibliothèques ou dans les entreprises, mais ici nous allons uniquement aborder les outils web pour aborder principalement un logiciel assez important, CES Edipack, qui est assez complet. Donc, les bases de données dont on a parlé précédemment peuvent se retrouver soit sur Internet, certaines sont payantes, d'autres sont libres d'accès ou simplement par enregistrement. Donc ça, il suffit de connecter et de voir les conditions d'accès. Donc, une des bases de données généralistes, c'est MathWeb, c'est au niveau des matériaux, c'est une des plus connues. On a également MathData, développé par Granta Design, qui développe également, ça c'est du pack dont on parlera par la suite. On a ensuite des bases de données qui sont spécialisées, par exemple PGMDTMS pour tout ce qui est matériaux à base de platine. On peut trouver également un ensemble de bases de données relatives aux polymères, si quelques-unes sont citées ici. Euh, donc ça, vous pouvez les consulter en ligne et voir les conditions d'accès. Au niveau des semi-conducteurs, il existe NSM Archive. Et concernant les aciers, anciennement on avait Otua, et qui maintenant s'appelle Construire Acier. Et au niveau des alliages d'aluminium et non ferreux, il existe Uraliage. Je vous invite à aller visiter un petit peu tous ces différents sites. D'accord. Donc ici, on va regarder un logiciel un peu particulier qui parle des matériaux et ou des procédés. On a Granta Design qui s'appelle CES Edupack, qui normalement c'est une version étudiante, mais il faut voir avec l'institut si on peut y avoir accès. Et on a également SAS Elector et Grantami, qui est vraiment le logiciel le plus complet professionnel pour faire de la conception. Il existe également Total Material, Fusimat, et il existe aussi des logiciels spécifiques par corps de métier. Par exemple, dans le génie civil, dans l'architecture, dans l'aménagement urbain, etc. Vous avez ces plusieurs logiciels qui sont spécifiques à certains corps de métier. Alors, si l'on regarde un petit peu comment fonctionnent ces bases de données, elles sont quasiment toutes sur la même structure. On a une hiérarchisation des informations. On a par exemple dans le premier temps, pour les matériaux, par exemple les familles de matériaux, qui vont se décliner en classes, et chaque classe va également se décliner en types. Donc on a ainsi une certaine hiérarchie. Un exemple simple, si l'on prend les familles de matériaux de produits classification mécanique, on parlera par exemple des métaux, des céramiques, des composites et des polymères. Et au sein, par exemple, des métaux, je vais avoir la classe des matériaux de type ferreux. Et au sein de la classe des types ferreux, je peux retrouver les aciers moyennement chargés en carbone, fortement ou faiblement, les faiblement alliés et les fortement alliés, etc. Donc je vais ainsi retrouver différents types, et au sein de ces types, je vais retrouver des nuances spécifiques. Donc si on regarde cette arborescence de cette base de données, en général, on a un premier rang de familles. Ici, c'est 4 familles. Chaque famille s'ouvre sur des classes et chaque classe se décline en plusieurs types qui également peuvent s'ouvrir encore avec des niveaux inférieurs. D'un niveau procédé, ça sera le même style, on aura les familles procédés, les classes de procédés, le type de procédé. Donc si on regarde de façon plus précise les logiciels que je vais vous développer par la suite, c'est l'intérêt d'une base de données, c'est qu'elle possède bien sûr un ensemble de propriétés sur les matériaux, mais également sur les procédés. Et un gros avantage dans cette version, c'est qu'au-delà des propriétés matériaux et procédés, on a également un ensemble de références sur ces matériaux et sur ces procédés. Et on a également l'ensemble des définitions des matériaux et des procédés, mais également l'ensemble des ressources productrices, donc des producteurs qui fabriquent les matériaux et les fabricants de procédés. Et tout ça est relié dans les fameuses arborescences matériaux. Donc on peut avoir une arborescence référence, une arborescence producteur également. Donc, alors, l'autre point dont on a parlé tout à l'heure, ce serait bien d'avoir en plus accès à cette arborescence, mais aussi de pouvoir croiser les informations entre les différentes catégories. Et donc, on avait parlé, quand on parlait de fonctions produits, on avait un triplet, matériaux, procédés et formes. Donc ici, on a bien matériaux et procédés. Il serait donc bien d'avoir derrière tout cela une jonction entre ces bases de données et le monde des formes.
Ce logiciel qui est un peu spécifique, et assez complet, on a cette liaison. Les formes sont liées au procédé, donc on a une interaction procédé-forme, mais on a également une interaction procédé-matériau. Ça veut donc bien dire que l'on a le triplet matériau-procédé-forme en adéquation et en interaction forte. Donc, d'une façon plus explicite, ça veut dire que si je choisis un matériau, les procédés vont être bridés et les formes également. Et inversement, si je choisis un procédé, je vais brider les formes et les matériaux associés seront également limités en termes de choix via cette fonction que l'on a entre les bases de données. Alors, ensuite se pose la question de savoir comment trier au sein de ces bases de données. Donc là, ici, on a plusieurs choix qui sont possibles. Première chose, c'est juste de consulter la base de données. Donc on peut simplement lire des fiches matériaux ou des fiches procédés ou faire des recherches ou au sein de la base de données pour obtenir une fiche d'un type. Donc le type, c'est le plus bas niveau de l'arborescence que l'on a dans notre système ici. Et cette fiche type va nous permettre d'obtenir directement des informations de type textuel, donc des informations, des descriptions plutôt générales. Et ensuite, on aura accès aux propriétés. On avait dit qu'on avait des propriétés matériaux possédés qui étaient chiffrables ou au contraire qualifiables, donc des quantités ou des qualificatifs. Et on aura également dans certaines bases de données, notamment celles qu'on utilise un ensemble d'aides à décision conceptuelle, donc via des descriptions et des informations un peu plus spécifiques sur comment on utilise tel ou tel matériau ou tel procédé et quels sont les cas applicatifs par exemple. Donc prenons ici un exemple directement sur le logiciel. C'est donc le logiciel CES-Edupa qui est la version donc, étudiante. On va avoir la possibilité de parcourir cette base de données. Donc ici on a l'ensemble de l'univers des matériaux. On a donc les 4 familles qui vont s'ouvrir sous forme de classes, par famille de matériaux, et à l'intérieur, on va retrouver le type de matériaux au sein de ces classes et de ces familles. Prenons un exemple simple, mettons dans les alliages ferreux et acier à bastonneur en carbone. On ouvre la fiche, et cette fiche nous explique, avec une certaine description générique, ce que sont les aciers à bastonneur en carbone, avec quelques exemples, des informations sur la composition, pourcentage en carbone ici de 0,3%, et un ensemble de propriétés chiffrées, et des propriétés par exemple purement qualifiables, voilà ici bon conducteur. Donc un ensemble de propriétés, voilà, donc la liste de propriétés, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, et à la fin on va arriver directement à des informations supplémentaires pour l'aide à la conception, donc, ou des informations purement techniques, et on va également retrouver le lien avec, dont on parlait tout à l'heure, le lien avec les procédés, références et producteurs. Donc, si je veux regarder les procédés qui peuvent être utilisés avec les aciers bastonneurs en carbone, ben, je peux développer le lien ici. Idem, les producteurs, je peux aller voir ceux qui sont repris dans la base de données. Ça, c'est un premier moyen qui permet de parcourir la base de données. On pourrait également faire une recherche. Je vais taper ici acier. Et le système va m'envoyer vers un ensemble de références, vers le résultat de ces recherches, donc une base de données au niveau des références, ou dans l'univers des matériaux, partout où ça parle des aciers. Voilà, je suppose que je suis intéressé par les aciers inoxydables. Je peux ici ouvrir la fiche des aciers inoxydables et j'ai inscrit le descriptif de ce type de matériau. De la même façon, on pourrait faire le parcours de la base de données via les procédés. Donc, vous voyez ici, on retrouve les 4 bases de données. Donc, concernant les procédés, 3 familles, assemblage, mise en forme et traitement de surface, ce sont les 3 familles. Si j'ouvre, par exemple, la mise en forme, je peux avoir différentes classes ici de mise en forme. Si j'ouvre par déformation, je vais trouver sur les différents types de mise en forme, prenons le forgeage par exemple. On retrouve également une description, comme pour le matériau, une description générique, un ensemble d'informations générales sur ce qu'est ce moyen de production. Ensuite, on retrouvera l'ensemble des propriétés associées à ce moyen de production, le forgeage par exemple ici. Donc des informations on-off, je peux pas. Parce que je peux avoir différents types de formes. Donc j'ai 2 formes potentielles que je peux obtenir. Des propriétés chiffrables, par exemple, ou qualifiables ici, un ensemble d'informations et qui sont données ainsi au fur et à mesure que j'avance, et ce lien avec le monde des matériaux et des références associées. Donc, je pourrais faire de la même façon de la recherche. Si par exemple je recherche, prenons par exemple
tout ce qui est RTM, tout ce qui est transfert de résine dans les matériaux composites, je vais taper RTM, et le système va me trouver deux types de fiches qui répondent à ce mot RTM, et je vais pouvoir ainsi trouver par exemple tout ce qui est moulage par transfert de résine avec une fiche qui explique le procédé. D'accord? Alors, ensuite, nous allons comparer ces données, par exemple, dans des graphiques ou des tableaux de valeurs. Alors, ici, par exemple, je pourrais afficher les propriétés de type quantifiable, d'accord? Par exemple, ici, donc, en fonction de, par exemple, d'une famille ou de classe ou de type, hein, ou en fonction d'une autre propriété quantifiable. Donc, je peux faire ici un lien entre deux propriétés, par exemple. Et je pourrais également avoir ce type de graphique, on va surtout le développer par la suite et ça va montrer que c'est très intéressant. C'est principalement le lien entre deux propriétés du matériau, ça me permet de classer les familles. Donc à gauche, on est en graphique qu'on appelle en bâtonnet, qui exprime l'intervalle de valeurs sur l'axe des ordonnées. Mais voilà, ici, quand on a deux valeurs quantifiables, on va avoir plus ou moins ce système de bulles qui nous permet de situer sur un graphique euh, qui situe les différents matériaux. Mais on développera ces schémas par la suite. Une autre manière de représenter les valeurs, c'est plutôt des tableaux, des graphiques booléens. Donc d'un côté, on mettra une propriété, les familles, les classes en dessous, ou alors, même chose, style propriété qualifiable et deux propriétés qualifiables que je mets sur le graphique. Ça, si je peux afficher le nombre de candidats qui rentrent dans ces propriétés. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits chiffres qui sont affichés dans chaque case. Les chiffres qui représentent le nombre de produits, matériaux qui respectent l'intersection des propriétés. Donc, dans ce logiciel-ci, regardons un petit peu ce qu'il est possible de faire. Et donc, par exemple, je vais mettre en Y des propriétés mécaniques. Donc, je vais, par exemple, choisir la limite d'élasticité. D'accord? Donc, là, le logiciel va faire ici un premier graphique qui donne l'ensemble des limites d'élasticité par ordre décroissant. Donc, vous voyez ici, j'ai tous les autres matériaux qui sont affichés et j'ai les limites d'élasticité de chacun. Donc, on peut également afficher, et on voit par ordre décroissant ou croissant, les valeurs. Donc, le premier matériau qui est ici, le premier bâtonnet, correspond au premier matériau. Hein, si je veux aller regarder son étiquette, vous voyez bien que celui-là, c'est un super alliage basé sur du nickel, où j'ai une limite d'élasticité très importante. D'accord? Et donc, on peut ainsi voir pour tous les matériaux disponibles dans la base de données où ils se situent au niveau de la limite d'élasticité. Donc là, c'est juste un classement des matériaux en fonction de la limite d'élasticité. Maintenant, si je veux regarder l'évolution de la limite d'élasticité en fonction d'un autre critère, par exemple le module Young, je vais mettre sur l'axe des abscisses. Donc ici, je vais mettre la propriété mécanique, module Young, voilà, OK. Et vous voyez ici qu'on a une évolution des graphiques avec des sphères qui représentent les matériaux en fonction de leur limite d'élasticité et du module Young. Donc de la même façon, on peut classer ici les différents matériaux en fonction des propriétés. Et donc on peut se balader ainsi sur le graphique et on peut déterminer, voilà, en cliquant dessus, le matériau que l'on a. Ici, ça va, oui, ok, on peut ainsi identifier les matériaux. Et la question de savoir où l'on veut, quel matériau on veut utiliser, est-ce qu'on veut en fonction du produit à faire. D'accord? Ceci, c'est ce qu'on appelle les enveloppes de famille, qui vous montrent ce qui existe, qui permettent de voir un petit peu comment évoluent les propriétés en fonction des familles. D'accord? Donc voilà, ces graphiques seront très intéressants par la suite, et notamment pour un travail à réaliser. Si on continue, on pourrait regarder cette fois-ci non plus simplement la consultation, une comparaison simple, mais carrément réaliser une sélection maintenant. J'ai ma base de données, est-ce que je ne peux pas mettre en place une démarche de sélection? Donc vraiment pour m'aider à pouvoir sélectionner les matériaux qui vont correspondre aux bons critères. Donc la démarche, on la verra par la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la démarche de sélection, on va avoir besoin d'outils. Donc ces outils, ce sont des tableaux, des graphiques ou des abacs. Et bien ici, on va directement utiliser un outil au sein de la base de données. Donc voilà, les avantages de cette base de données, c'est aux avantages de cette base de données qui permet d'aider fortement à la sélection. Donc, c'est vraiment un outil d'aide à la sélection. Donc, la sélection peut se faire par arborescence ou par limite ou sur graphique. Ça veut donc dire que si je prends ici l'arborescence de la base de données, je peux dire, voilà, moi je veux la famille numéro 2 avec la classe 1.
Donc, je ne veux que ces éléments-là, avec l'ensemble de ces types. Je vais donc sélectionner dans ma base de données une partie de l'arborescence. Une autre façon de faire, c'est de prendre, je veux prendre sur base du cahier des charges certaines limites qui sont données dans le cahier des charges. Une propriété avec son minimum et son maximum, propriété 2, propriété 3. Vous voyez, ainsi, donc je peux fixer différentes propriétés. Et ainsi, donc j'ai ici une propriété qualifiable, une propriété booléenne ici. Donc je vais avoir ainsi des tableaux sous forme de limites. Et je vais ensuite mettre directement dans ce tableau, je vais mettre les valeurs que je reprends dans le cahier des charges en format limite. D'accord. Donc je remplis ce tableau-là, donc les valeurs qui sont dans le cahier des charges, et je vais pouvoir ainsi faire une première sélection. Une autre façon de faire, c'est de, comme on a vu les propriétés graphiques tout à l'heure, hein, c'est d'aller sélectionner dans le graphique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut sélectionner des zones d'intérêt en disant, voilà, moi, je veux borner ma propriété 1 et 2, et donc je veux, hein, en fonction des seuils qu'on a pris dans le tableau, par exemple, en dessous, et le fait de borner dans ce graphique, le système va sélectionner les matériaux qui sont repris dedans. Hein, même chose sur l'autre graphique, on peut aller faire un bornage des matériaux que l'on va voir. Donc, par exemple, dans le logiciel ici, hein, vous allez, donc on a le graphique limite d'élasticité modèle Young, d'accord. Alors, je vais, bon, ici, je vais travailler par exemple le monde des céramiques. Donc, je choisis le monde des céramiques. Et par exemple, je veux les métaux à alliage ferreux. Donc voilà, j'ai fait une sélection. OK. Donc, dans ce cas-là, je vois que j'ai une nouvelle étape qui s'est mise en place. Et donc, on avait un premier graphique. Si je reprends maintenant mon graphique, on voit que l'on a automatiquement grisé tous les matériaux qui ne font pas partie de cette arborescence. Donc on a notre graphique global et on a, entre guillemets, effacé tout ce qui ne correspond pas à ce qui est ferreux, métaux ferreux et céramique. Okay, donc je peux les enlever et on voit donc les matériaux qui me restent au niveau de mon choix. D'accord. Voilà, on peut donc l'agrandir et donc je peux ici faire ma sélection au niveau des matériaux. Alors, je pourrais par exemple ensuite des critères de limite. Si je veux imposer, voilà, propriété mécanique, limite d'élastique de 600 mégapascales et une module Young de minimum 65. D'accord, GPA, ok. Donc je peux également introduire d'autres propriétés. Hein. Vous voyez que j'ai le choix tant que je veux. Ça va. Bon, je fais appliquer et vous voyez là à gauche, on peut voir que la quantité de matériaux, notre choix a fortement diminué. Donc on avait une centaine, maintenant on n'en a plus que 8. Okay, on voit au-dessus, étape 1, étape 2, étape 3, les différentes sélections. Et si je reprends mon graphique, vous voyez qu'il est encore fortement réduit. On a encore enlevé, toute cette partie-là a été enlevée. Et maintenant, vous voyez qu'il me reste cette zone de matériaux possibles, donc ces zones de matériaux candidats, qui sont repris, listés ici à gauche. Et donc on pourrait ainsi se dire, maintenant, je vais rajouter encore quelque chose de complémentaire. Je vais raisonner au niveau d'une autre propriété mécanique, par exemple la ténacité, et je veux regarder une autre propriété. Prenons la dureté Vickers, ok. Voilà. Voilà. Et vous voyez ici, je retrouve les matériaux qui rentrent dans tous les critères que j'ai posés. Donc une dureté, par exemple, supérieure, si je veux une dureté supérieure à 500 et une ténacité supérieure à 20. Alors, regardez, je vais faire une sélection par zone, 500 et 20. En partant de là, je trace mon rectangle. Voilà ma sélection. On peut modifier les propriétés. Voilà, 500, c'est ce qui est décidé, et 20. Et je fais OK. Et je ne vois que, j'ai enlevé ce qui était en dessous à droite, hein, qui ne sont pas dedans, voilà, je retrouve ici. Okay, donc il faut quand même aller un petit peu vérifier pour chaque matériau si on est quand même assez correct, mais normalement, vous avez ici dans les bornes hautes les produits qui sont repris. D'accord. Au niveau de dureté et au niveau. Voilà. Donc on rentre bien dans le domaine que l'on a demandé de la sélection. Donc on est bien dans une arborescence au niveau de la sélection des matériaux, avec différentes trois types d'outils, arborescence, des limites et des sélections dans le graphique. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à chaque étape, on a donc des sélections qui se mettent en place, et que si on les enlève, on revient et on retrouve ainsi tous nos produits. D'accord.
Donc, au fur et à mesure que l'on fait de la sélection par arborescence, ben, mon nombre de candidats diminue progressivement, puisqu'ils ne passent pas les critères imposés. Et voilà, ici, finalement, il me reste 4 candidats possibles qui correspondent aux critères que j'ai imposés, qui sont repris de mon cahier des charges. Donc, si on regarde à ce niveau-là, si on résume ce que l'on vient de dire, on se rend compte que si je veux croiser à chaque étape de sélection, sur l'arborescence, sur des limites ou sur les différents graphiques, je vais éliminer progressivement des candidats qui ne correspondent pas à nos critères et ne mettre en évidence que ceux qui passent les critères de sélection. Et je vais comme ça ainsi passer de n candidats initiaux, donc dans la base de données ici il y en avait une centaine, okay, et dans la base de référence numéro 2, et d'étape en étape, il me reste le nombre de candidats potentiels qui va diminuer ainsi, et donc je vais faire une procédure d'optimisation de sélection dans le matériau. Je vais épurger progressivement ceux qui ne correspondent pas. Mais naturellement, sur les candidats qui sont retenus, on doit mettre en place une procédure d'optimisation de choix pour pouvoir ensuite choisir les candidats qui seront vraiment optimaux. D'accord? Pour avoir les meilleurs candidats qui peuvent être sélectionnés dans un cahier des charges précis. Donc, par la suite, on va un petit peu montrer comment on procède pour cette optimisation de choix des matériaux.